J'appelle maintenant, on va commencer par le rappel historique. Merci Philippe, merci Raphaël. Et afin de reconstituer les débuts du Psycom, nous avons convoqué 2 personnes qui peuvent témoigner. J'y étais, je me souviens. Donc voilà, Lazare Reyes et Gilles Vidon qui ont répondu présent à l'appel. Donc les débuts du Psycom, cela se passait à l'hôpital Esquirol, en banlieue parisienne, la même où fut interné et mourut le marquis Donatien de Sade. Eh oui. Lazare Reyes, vous y étiez en 1990. Vous y étiez en 1990, jeune directeur d'hôpital, et Gilles Vidon, psychiatre. Alors, vous souvenez-vous? Oui, bien sûr qu'on se souvient. Avec le micro, c'est mieux. Beaucoup a été dit déjà par les différents intervenants. Cette période-là, moi, je l'ai trouvée très, très, très riche. C'était un moment où, à la fois, on commençait, donc je vais y revenir, à mener cette réflexion et à porter, j'allais dire, sur les fonds baptismaux, je ne sais pas si l'image, par les temps qui courent, est adaptée, la structure donc, qui est le Psycom, mais aussi Gilles Vidon nous parlait des expériences qui étaient menées par les Québécois en matière de qualité. On était 3 ans avant les ordonnances de 95. Et aussi, tu évoquais tout à l'heure la FNAPSI, où moi je me souviens arpenter le boulevard Philippe-Auguste pour trouver des locaux pour la FNAPSI. C'était encore une époque où on pouvait, sans trop de difficultés administratives, un hôpital, louer une structure pour une association qui était émergente. Les choses seraient bien plus complexes aujourd'hui. Alors, sur le Psycom en lui-même, tu as cité les noms. D'abord Édouard, parce qu'Édouard Zarifian, donc d'abord il nous a apporté sa gentillesse, mais il nous a apporté aussi son arsenal conceptuel, et il nous a apporté une connaissance internationale. Et ça, c'était très important pour nous. Et je me souviens donc à cette époque de réunion où se trouvait Édouard, Joël Martinez, qui va être en fait le catalyseur de cette histoire-là, Henri Lachaussée, donc, qui était à l'époque le président de l'UNAFAM, et votre serviteur. Et puis ça, c'était, si je puis dire, le premier cercle et l'environnement de proximité. Et puis il y avait un autre contexte que tu as aussi évoqué, qui était, pour la première fois, une préoccupation des pouvoirs publics, en tout cas en France, sur les questions d'image des maladies mentales. On dirait aujourd'hui vraisemblablement des représentations des maladies mentales. Et donc qui avait conduit à ce rapport commandité par Simone Veil à Édouard Zarifian, où on avait travaillé essentiellement, si je me souviens bien, sur comment le cinéma en particulier représentait la folie et les fous dans ses œuvres majeures, ou parfois des œuvres mineures, qui de ce point de vue-là étaient plus significatives et intéressantes que des chefs-d'œuvre du cinéma reconnus comme tels. Tu me parlais de La Diagonale du Fou. Oui, c'est un film sur les échecs, comme son nom le laisse imaginer, qui était sorti une dizaine d'années avant la naissance du Psycom, mais notre Diagonale du Fou à nous, et là, rendons à César ce qui appartient à César, je crois que l'expression, c'est Joël Martinez qui l'a trouvée, c'était finalement de dire que la représentation qui était faite des malades mentaux, elle oscillait entre deux points, et sans finalement de position intermédiaire. Un, qui était la situation victimaire, où on était le malade, victime d'internement, de traitements abusifs, etc. Et puis, à l'autre extrémité du spectre, le malade comme fou, dangereux, le psychopathe, le tueur en série, ou je ne sais trop quoi. Et qu'entre ces deux extrêmes, il n'y avait pas de place, tout simplement, pour la personne souffrante, et que cette place, il fallait absolument aider à ce qu'elle se constitue. Gilles, à l'époque, tu te souviens ? Alors, ce que je voudrais ajouter à ce que tu as dit, c'est que Joël Martinez est un grand directeur et qu'il avait une vision des choses et qu'il avait même la vision de la GHT de Paris. C'est parti à Esquirol, le Psycom, complètement, à 100%. Les autres se sont rattachés timidement au début ou par curiosité, pas très bien. Mais celui qui portait tout ça, c'était Joël, et avec une volonté, une ténacité et un engagement tout à fait important. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que on était en retard. On était très en retard en France. Quand j'allais pour la première fois à Dublin, au Congrès mondial de réhabilitation psychosociale,
au début des années 90, tout à fait au début des années 90, mais on s'apercevait, c'était pas Dublin, pardon, c'était à Québec, Dublin c'était après la fois d'après, à Québec on s'apercevait que tout existait déjà là-bas. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient eu la désinstitutionnalisation, la fermeture des asiles dans les années 50. Alors en 90, eux, ils connaissaient tout. Enfin, c'est-à-dire qu'ils avaient mis les malades en dehors des hôpitaux, des asiles. Kennedy avait voté la création de Commonwealth, des centres de communauté mentale, et Reagan derrière n'avait pas donné l'argent. Donc les malades se retrouvaient dans la rue. Et c'est à ce moment-là que Céline Mercier, la québécoise, avait inventé les échelles de qualité de vie. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas ce que c'était. On a commencé à étudier la qualité de vie des malades quand ils étaient dans la rue avec les Bag People. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bon, et tout est parti de chez eux. Mais à cette époque-là, tu l'as bien rappelé, il n'y avait pas Internet. Qui lisait l'anglais en France à cette époque-là? Personne. On ne savait pas ce qui se passait ailleurs. Oui, tu étais une enfant... Tu ne peux pas faire des généralités à partir de ton expérience. Tu étais une enfant. C'est dangereux. Tous les mots que l'on utilise aujourd'hui, c'est eux qui les ont inventés. Quand vous dites usager, c'était users. Quand vous dites réhabilitation, c'est to be able, ability, disability, rehabilitation. Et on a pris le mot en mettant un accent. Mais ça n'existait pas en France, la réhabilitation, on ne savait pas ce que c'était. C'était pour les recovery, leur établissement, ça vient de chez eux, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est eux qui l'ont inventé. Empowerment, le pouvoir d'agir, c'est eux qui l'ont inventé, etc. To cope, les pires, les pères aidants, bon, c'est eux qui l'ont inventé. Ce que je veux dire, c'est que le contact avec le monde de la réhabilitation psychosociale tel qu'il était pratiqué dans les pays anglo-saxons a permis à un certain nombre de copains, il y en a quelques-uns encore dans la salle, d'ouvrir, de créer quelque chose de complètement différent. Donc ce que tu dis là, c'est que finalement tout le mouvement d'ouverture vers la cité dont on va reparler est indissociable de la question de la stigmatisation, de la lutte contre les discriminations. Vous étiez un petit groupe à penser ça au départ. Comment ça a été facile ou difficile d'en convaincre d'autres ? Bon, on a fait des rencontres, on a fait des congrès, on a fait... à Paris en 2000, j'ai organisé avec des copains le congrès mondial de réhabilitation psychosociale, de l'Association mondiale de réhabilitation psychosociale. Il y a eu 1800 personnes. Combien de Français? 400. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un congrès mondial en France, 400 Français, 1400 étrangers du reste du monde. Et il y en avait de partout, et surtout, bien sûr, des pays anglo-saxons. Alors, c'est des trucs comme ça, je veux dire, qu'on a commencé à écrire, on a commencé à faire des rencontres et des choses comme ça. C'était devenu... Moi, je me rappellerai toujours d'un Américain, lors d'un voyage aux États-Unis dans les années 80, qui m'avait dit « Mais chez vous, est-ce que les familles ont du pouvoir ?» Un psychiatre américain. À l'époque, à l'UNAFAM, dans les années 80, elle existait, mais enfin, il n'y a pas de pouvoir tel qu'on peut au niveau législatif, etc. Il m'a dit « Vous verrez quand ça viendra chez vous. Vous viendrez, ça va changer tout. » Bon, et eux, ça y était déjà. Il y avait déjà, dans les années 80, des associations d'usagers avec pignon sur rue, complètement établies, complètement installées, avec du pouvoir. Il y avait les survivants de la psychiatrie, une association qui s'appelait les survivants, Survivors. Bon, c'est pas évident, hein? Bon, alors, donc ils avaient un train d'avance sur nous. Donc par rapport au psychome, pour en revenir au psychome, donc tu dis qu'il y a eu l'influence effectivement de quelques personnes visionnaires, Joël Martinez, Édouard Zarifian, les associations d'usagers qui étaient présentes et l'UNAFAM à l'époque. Et comment ça s'est constitué et comment, Lazare, tu parlais des obstacles et des difficultés en fait. Oui, alors finalement, des obstacles, en tout cas au sens administratif et organisationnel, il n'y en a pas eu tant que ça. Il n'y en a pas eu tant que ça parce que, et c'est intéressant de voir pourquoi il n'y en a pas eu tant que ça, parce que lorsque donc, le psychome s'est créé, il s'est créé sur la base des 5 établissements qu'on a évoqués tout à l'heure, et lorsque, moi je me souviens très bien, lorsque Joël Martinez, quand on en a parlé, nos collègues directeurs d'hôpital ont regardé ça de manière un peu goguenarde, quoi. Donc ça a été plutôt... Il veut jouer à faire de la communication externe, ils veulent jouer à faire de la communication externe, laissons-les faire. Bon. Et ça, franchement, je ne pense pas trop gauchir l'histoire en disant cela. Et puis l'autre élément, c'est que la contribution financière qu'on demandait aux établissements était très, très modeste, très modique. On l'avait fait volontairement, on avait dit, voilà, pour créer ce psychome, on a besoin d'une contribution sur la base de vos budgets de 0,01% des crédits dont vous disposez. Bon.
Et ça facilitait aussi les choses parce que ça paraissait, et ça a été de facto, pas très important financièrement. Les difficultés, moi je les ai plutôt vues quand on a commencé à produire des outils, parce que le nombre des outils du Psycom d'aujourd'hui, 25 ans après, ils ont été pensés et formalisés, en tout cas dans leur première itération à ce moment-là, que ce soit le guide, que ce soit les plaquettes. Et par exemple, autour des plaquettes, là, ça a été compliqué. Pourquoi? Alors Gilles, bouge-toi les oreilles, parce que tout le monde se sentait habilité chez les rédacteurs à parler de tout. Bon, et un psychiatre, ça peut parler de toutes les thématiques de la psychiatrie, par définition, et à parler de tout avec le langage qui est le sien dans sa pratique professionnelle au quotidien, c'est-à-dire un langage qui est, comme tout langage d'experts et de techniciens, difficilement compréhensible par celui qui n'est pas de la partie. Donc là, on a rencontré des difficultés majeures, me semble-t-il, enfin majeures, qu'il a fallu surmonter, parce qu'une fois de plus, ça suscitait l'enthousiasme en interne, et les gens se disaient, mais oui, mais moi je peux très bien parler de cette question. Donc la constitution de groupe, tout ce qui aujourd'hui fait votre routine, au sens le plus noble, parce qu'il y en a un de votre travail, était très difficile à l'époque. Choisir quelqu'un qui va être le relecteur, qui va pouvoir gentiment expliquer à ses collègues que là, non, ça passera pas parce que ça ne sera pas compris par les autres. Ça s'est avéré assez difficile. Et puis il y a des choses que nous avons pensées à ce moment-là et qu'on n'a pas faites, puisque dans les outils, il y a eu les deux que je viens d'évoquer, il y a eu un journal qui lui a été réalisé à destination essentiellement de ce qu'on appelle les médecins de ville aujourd'hui, et il y avait l'idée d'une campagne de communication. On s'était associé avec une agence de communication, d'ailleurs, autour de l'expression « péter les plombs ». Et je me souviens très bien, ils nous avaient présenté toute une série de visuels comme ça, avec des personnages de fil de fer barbelé, enfin pas de fil de fer barbelé, pardon, de fil de fer électrique, et donc ils reprenaient l'image de péter les plombs. Et puis il y a eu aussi assez rapidement des enquêtes sur la perception qu'avaient les personnes, donc à la fois, je vais reprendre une expression, et c'était sûrement pas aussi bien fait, en population générale, comme tu as pu le faire avec d'autres plus tard, et aussi auprès des professionnels. Et une de notre grande surprise, c'est que finalement, les perceptions étaient assez proches entre les professionnels qui soignaient et celles qui étaient exprimées par la population générale. Ça n'a pas beaucoup évolué. Moi, je voudrais dire quand même, il fallait, pour les psychiatres en formation de ma génération, faire un bond épistémologique extrêmement important. Quelqu'un comme Baruch, qui a été un chef de service très important, notamment à l'hôpital Esquirol pendant des années, lui disait, il ne faut jamais dire le diagnostic de schizophrénie. C'était pour lui tabou, il ne faut jamais. Il enseignait ça aux étudiants. Moi, je me souviens, dans les années 77-18, avec Georges Daumaison, dans son bureau, on recevait une famille d'un malade, et la famille disait, mais quel est le diagnostic? Et Georges Daumaison disait, mais ça n'a aucune importance, puisque ici ou en Amérique, on ne vous répondrait pas la même chose. Et je vous promets qu'il a dit ça, ce qui est quand même assez fabuleux. Donc on cachait les diagnostics, on n'en parlait pas, on ne prenait pas en compte les familles, on ne s'occupait pas de ces choses-là. Alors maintenant, aujourd'hui, où en sommes-nous? Parce que finalement, on parle de l'histoire, on dit, moi je dis, on avait du retard par rapport aux pays anglo-saxons. Alors maintenant, je pense que non, je pense qu'on est en avance. Alors pourquoi? Parce que les psychiatres de la génération précédente, eux, ils avaient pour but d'installer deux choses essentielles, qui a fait obstacle d'ailleurs, qui a ralenti le mouvement de réhabilitation. Mais les deux choses essentielles, c'est la sectorisation psychiatrique et d'autre part la psychothérapie institutionnelle. Ils ont installé ça. Et c'est quand même merveilleux parce qu'on est un des rares pays où les soins sont totalement gratuits. Vous avez quelqu'un qui peut aller à l'hôpital de jour, faire une psychothérapie, avoir des médicaments, être hospitalisé, il ne paye rien. Ça n'existe pas dans beaucoup d'endroits du monde. On va au domicile des personnes qui sont en souffrance. Ça existe dans très peu de pays. Et on y va régulièrement. Alors, un territoire, une équipe pluridisciplinaire, c'est une invention considérable avec obligation de s'occuper de tous, des gentils, des méchants, des beaux, des femmes, des hommes, etc. etc. Bon, ce qui est quand même une obligation pour les équipes, donc il faut s'y coller. Et à côté de ça, maintenant, on a développé, on a aidé au développement de tout ce qui est la déstigmatisation, l'ouverture des structures, etc. Et ça, c'est ce qu'on va voir pendant toutes ces journées. Je vous remercie de ce petit rappel historique. On va passer à l'ouverture des mots croisés. Merci à vous.